Ok, super, et ben on est parti. Et ben bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Cercle Cubique. Le Cercle Cubique, je le rappelle, c'est le symposium des arts de l'imaginaire. Donc c'est un festival qui est organisé avec l'équipe du Naya Museum. Et donc pendant 2 jours, on va vous proposer des conférences, des dédicaces, des performances, une exposition que vous voyez ici même, et aussi du live painting, c'est-à-dire des artistes qui viennent créer devant vous et avec qui vous pouvez échanger, discuter, donc n'hésitez pas à aller les voir. 2 journées riches donc autour des acteurs incontournables de la scène des imaginaires fantastiques, et nous commençons tout de suite avec une première rencontre. Et quelle rencontre, puisque nous avons la grande chance d'accueillir 3 personnalités exceptionnelles qui explorent chacune à leur manière les méandres du fantastique, de la science-fiction et de la fantasy, de l'étrange, et qui sont là aujourd'hui pour nous parler de leur travail et de leur rapport à l'imaginaire. Donc je précise d'ores et déjà que ces 3 messieurs seront en dédicace cet après-midi, donc n'hésitez pas à aller les voir à l'issue de cette table ronde. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la petite salle juste à côté. C'est la petite salle qui est juste à côté, le jardin d'hiver comme on l'appelle. Et voilà, on va essayer de garder un temps de questions à l'issue de la table ronde également. 1 heure ça passe très très vite, mais voilà, on va faire en sorte que vous puissiez poser vos questions. Nous avons avec nous aujourd'hui Lloyd Cherry. Lloyd, vous êtes journaliste pop culture au Point depuis 2016. Vous êtes également le créateur de C'est plus que de la SF, un podcast pour lequel chaque semaine vous recevez des auteurs, des scénaristes, des scientifiques, des universitaires pour échanger autour de la science-fiction. Vous êtes le directeur éditorial de l'ouvrage Tout sur Dune et vous êtes également depuis mai 2023 rédacteur en chef adjoint au magazine Métal Hurlant. Vous êtes donc un véritable spécialiste des cultures de l'imaginaire et plus précisément de la science-fiction, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour discuter de votre rapport à l'imaginaire. Bonjour, merci pour l'invitation et merci au public qui est nombreux et nombreux pour nous écouter. Merci beaucoup. Nous avons avec nous également Al236. Al, vous êtes youtubeur, vidéaste, vous vous définissez comme un archéologue d'univers fictif, et effectivement, dans chacune de vos vidéos, vous nous plongez dans des mondes singuliers, étranges, torturés parfois, et vous explorez les recoins un peu les plus sombres de notre imaginaire, en liant à chaque fois des références tirées de la pop culture, de l'art classique et de courants plus alternatifs. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, un premier dédié à Berserk et un second à l'art et à la symbolique du métal, et vous êtes également musicien. Vous avez composé 2 albums, dont le dernier, Anemoia, est sorti en février dernier. Nous sommes absolument ravis de vous avoir ici, et merci d'être venu chez nous. Ça fait des années que je rêve et qu'on me dit de venir ici, donc enfin, la prophétie. Merci beaucoup. Et puis nous avons la grande chance d'avoir avec nous pour cette table ronde Olivier Ledroit. Olivier, bonjour, vous êtes dessinateur et auteur de bande dessinée. On vous doit notamment les Chroniques de la Lune Noire, Zoko, Requiem, mais aussi Wicca, et plus récemment Le Troisième œil, que vous scénarisez et dessinez. Vous êtes donc un auteur phare du médiéval fantastique, mais pas que, puisque vous explorez vous aussi de nombreuses facettes de l'imaginaire à travers vos ouvrages. Et vous êtes notamment connu pour travailler vos planches sur de très grands formats directement en couleur et en ajoutant régulièrement matière et volume, ce qui en fait de véritables œuvres d'art. Un très grand merci Olivier Ledroit d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi, je suis vraiment ravi d'être là avec vous tous et avec les 2 compères. Ah, super. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste préciser que voilà, le Cercle Cubique, c'est un événement qui est ouvert aux connaisseurs comme aux néophytes. Donc l'idée, c'est de nous adresser à tous, à tout le monde. Et puis l'idée surtout, c'est que vous échangiez entre vous, que vous puissiez parler de votre expérience, de vos références. Donc voilà, on va tenter de poser les bases tous ensemble. Et c'est pour ça que je vais commencer par une question assez simple pour tous les 3. J'aimerais savoir quel a été votre premier contact avec le fantastique, donc le tout premier, et ensuite quel est l'œuvre qui vous a permis de rentrer pleinement dedans, qui vous a fait dire waouh, ça c'est trop mon truc. Et puis après, de quelle manière cette rencontre avec cette œuvre, avec ces œuvres, a influencé le reste de votre vie et de votre carrière. Qui veut commencer ? Je vais commencer. Moi, c'est un peu bizarre parce que j'avais pas trop de contact avec le fantastique dans mon enfance. J'avais des parents super, mais c'était plutôt instruments de musique, va jouer dehors, tout ça. Donc la télé, les jeux de rôle, les films d'horreur, j'ai été très éloigné de tout ça, mais ma fascination était pourtant déjà
pleine et entière à cette époque-là, et ça c'est passé par plutôt des petites choses éparses. Il y avait le fait que ma maman m'a emmené voir Bosch au musée, et en me montrant ça comme un truc trop cool, alors que c'était objectivement bizarre, donc je me suis dit tiens, ça il y a quelque chose, ça m'a toujours suivi. Et après, le premier émoi, on va dire, fort, c'est un soir où mes parents allaient voir Hiver 54 au cinéma et qu'ils voulaient me traîner avec eux. C'est un film sur l'abbé Pierre, enfin ça a l'air très bien, mais bon, quand t'as 12 ans... Et il y avait Ghostbusters 2, donc ils m'ont laissé en regardant l'affiche avec un fantôme qui disait le signe de la victoire, ils se sont dit bon... Et ça a été un sacré traumatisme, et j'y pense souvent parce que c'est quand même un tableau possédé, du coup c'est de l'horreur et de la peinture, c'est un truc qui finalement reste assez proche de ce que je fais aujourd'hui, donc c'est assez fondateur. Après, c'est l'œuvre qui m'a vraiment fait rentrer plus profondément dans l'univers fantastique, ça c'est des œuvres ponctuelles on va dire, c'est vraiment Torgal, et juste à côté des mêmes auteurs, Le Grand Pouvoir du Schninkel, où c'est là où je me suis pris ma première... c'était pas trop de mon âge et tout, mais c'était incroyable, puis il y avait un peu de 2001 avant que je le voie, il y avait tout un tas de trucs qui... Torgal, ça a vraiment été cool, et le lien, l'influence peut-être que ça a eu sur ma chaîne d'aujourd'hui, c'est que Torgal, ça commence, alors je ne spoil pas trop, mais ça commence comme un récit viking, on va dire, plus ou moins, et en fait, il y a de la SF pure et simple qui va arriver dedans, et qui est un peu sur la théorie de l'ancien astronaute, mais genre 20 ans, enfin, avant que ça devienne un truc complotiste, quoi, c'était un peu... du coup, je pense que c'est Torgal qui m'a vraiment donné l'envie de découvrir des univers, entre guillemets. Moi, j'ai été, je pense comme peut-être certaines et certains d'entre vous, traumatisé par le clown Ça de Stephen King. Je pense que voilà, j'ai dû voir ça, enfin, en tout cas, j'ai entreaperçu, puisque j'avais évidemment pas le droit de regarder ce téléfilm ou cette mini-série qui était sur M6 à l'époque, mais j'en ai vu assez pour que ça me traumatise. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et du coup, c'est vrai que à partir de là, j'ai identifié une de mes peurs. Et puis peut-être certains s'en souviennent aussi des couvertures des Stephen King de J'ai lu, qui étaient terrifiantes, hyper violentes, hyper sanglantes. Et donc du coup, moi je regardais comme ça et ça me traumatisait. Et en fait, c'est un des premiers livres que j'ai lu de Stephen King, je pense à 9-10 ans, pour affronter cette peur. Donc évidemment, c'était long. Je comprenais pas tout. Il y avait aussi des problématiques d'adultes où j'identifiais que c'était très violent, mais par contre, tout le côté du clown tueur, et qui est aussi en lien avec la SF, puisqu'on sait que c'est un alien plus tard, m'avait totalement fasciné. Je pense que c'est vraiment ce personnage maléfique qui a vraiment été ma rencontre avec le fantastique. Et après, ça a été plutôt au collège, donc évidemment lecture obligatoire, comme pour beaucoup. Et moi, on a eu le droit de lire la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Et c'est un super récit court, c'est une nouvelle assez incroyable de Mérimée, avec une statue où on se rend compte qu'elle est vivante en fait, et qui fait des crimes. Et c'est un truc que j'ai lu en 5e et qui m'avait vraiment marqué. Donc des fois quand je repense à mes premiers amours pour le fantastique, c'est Stephen King et puis c'est Prosper Mérimée. Alors moi, comme tous les gens de mon âge, je regardais les dessins animés importés du Japon. Hein. Alors c'était tout ce qui était Capitaine Flamme et ce genre de choses. Et en BD, pareil, je lisais pas mal de comics. Et dans les comics, il y a eu une époque où il sortait des recueils sur Conan le Barbare, qui étaient dessinés par des super dessinateurs en général, et sur les scènes qui étaient directement adaptés des romans. Et je crois que c'est là que j'ai eu moi ma première claque et que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et peu de temps après, mon parrain a eu la bonne idée de m'emmener voir le film Conan le Barbare, qui est resté mon film préféré pendant des années. Et c'est là que je me suis dit que c'était possible de faire ce genre de choses. Et à cette époque-là, je me destinais... il y avait le concepteur, le designer de Conan, c'était un gars qui s'appelait Stout. Et c'était un peu mon modèle, quoi. J'avais envie de faire ça plus tard, de dessiner des décors et puis des costumes pour le cinéma. Et puis, en fait, les claques suivantes sont venues en rapport, pareil, toujours avec la culture populaire, avec les jeux de rôle. Et c'est là que j'ai découvert Lovecraft, Moorcock, ce Dune aussi, ce genre d'auteur vers l'adolescence. Ça a été plein de phares comme ça qui se sont allumés parce que j'étais dans un milieu où il n'y avait pas tellement
d'apport artistique autour de moi. Donc, je me contentais de ce que j'avais, mais il y avait suffisamment pour me nourrir, quoi. Effectivement, on sent que vous êtes marqué par plein de choses, par des univers très variés, et ça se ressent dans votre œuvre. Vous avez exploré donc plein d'univers, le polar fantastique avec Zoko, la dark fantasy avec Requiem, la féerie avec Wicca, et puis donc voilà l'ésotérisme un peu plus avec le troisième œil. Est-ce que pour vous c'est une vraie volonté d'explorer un peu tous les courants de l'imaginaire, une manière de toujours vous renouveler, et est-ce que vous passez facilement d'un genre à l'autre une fois qu'on s'est immergé totalement dans un univers voilà, pendant plusieurs mois, plusieurs années, est-ce que c'est facile de passer d'un univers à l'autre comme ça? Disons que ça s'est fait au départ par un peu par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai fait les Chroniques de la Lune Noire pour commencer. Et les Chroniques de la Lune Noire, c'est de l'heroic fantasy avec beaucoup de batailles, avec des milliers de combattants. Et quand j'ai eu fini du 5e tome, à dessiner 10 000 casques, 50 000 lances, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus du tout voir faire d'heroic fantasy. Donc je suis passé à Xoko. Et il y avait aussi quelque chose, c'est que la BD, par rapport la plupart des autres arts, c'est un petit peu vu de haut, quoi. Et au sein de la BD, il y a encore des sous-cases. Et avec les Chroniques du Noir, quelque part, j'étais à la case vraiment tout en bas. C'est-à-dire l'heroic fantasy qui était déjà mal vu, qui était mal vu à l'époque, était en plus issu du jeu de rôle. Alors c'était le pire du pire, quoi. Et moi, j'avais beaucoup d'ambition, quoi, à l'époque, et je voulais montrer que j'étais capable, et c'est pour ça que j'ai changé complètement de style en faisant un polar fantastique années 30. Et le procédé m'a beaucoup plu, quoi, parce que ça correspond pas mal à ma personnalité. Je donne tout ce que j'ai, et puis au bout d'un moment je commence à fatiguer, et j'aime bien passer à complètement autre chose. Et au fur et à mesure des années, je me suis quand même aperçu que plus on va dans tous les sens, dans toutes les directions, en fait on revient toujours quand même un petit peu à soi-même, quand même beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant je change de technique, de découpage, de point de vue, en même temps que je change de style pour avoir une sorte d'univers global à chaque fois à explorer. Et quand j'arrête comme ça, il y a un petit bout de trop. J'aurais pu continuer encore un petit peu, mais en même temps j'ai suffisamment fait le tour pour être satisfait, et en me disant que je pourrais revenir plus tard sur un style aussi. Et c'est salvateur aussi de changer. C'est un peu la même chose pour vous, Alt. Dans vos vidéos, vous explorez des univers très différents les uns des autres. Ça va de Dark Souls à Giger, en passant par la Maison des Feuilles, le Body Horror, ou encore les cartes Magic, j'en passe, hein, évidemment. Qu'est-ce qui crée le lien dans votre travail entre tous ces sujets, entre toutes ces formes d'imaginaire, finalement? C'est une bonne question, parce que je ne l'intellectualise pas forcément, mais je pense qu'à chaque fois, il y a une dimension de profondeur dans l'univers en termes de profondeur qui du coup provoque un certain vertige. Il y a du mystère, il y a aussi une fascination pour le fait de bâtir des univers à partir de rien et de les rendre tellement réalistes, symboliques. Enfin, il y a quelque chose qui, vraiment, archéologue d'univers fictif, ça fait un peu pompeux, mais c'est vraiment l'idée d'arriver avec pas de préjugés, de dire je vais tout regarder, tout sous-peser, et puis ça va me faire des choses et je vais essayer de les ranger pour vous dire ce que ça m'a fait. Ça va pas plus loin que ça, mais c'est d'abord un univers qui m'appelle. Et ça, pour le coup, je trouve autant de fascination dans La Maison des Feuilles, qui est un livre sur une maison étrange avec que du texte, que Dark Souls, qui est vraiment quelque chose de très médiéval, fantasy core, tu vois. Mais c'est fait, et aussi la fascination pour les artistes et pour les gens qui pensent ça, parce que pour être à analyser ça, je finis par essayer de rentrer dans leur tête et par voir les problématiques qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont réussi à être originaux, comment est-ce qu'ils payent un hommage à telle ou telle chose, mais sans être dans une situation un peu pauvre. Enfin, il y a plein de mécanismes qu'on ne voit pas forcément, et c'est tant mieux quand on lit simplement une œuvre, pour dire, moi il y a ce côté, je jouis de la lecture, mais aussi de la façon dont c'est fabriqué, d'où ça vient, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi est-ce que ça me fascine. Et cette question-là, je ne l'ai pas au départ, mais cet appel, il réside sans doute là-dedans, de dire tiens, quelque chose m'intrigue là-dedans, et j'ai pas envie de le démonter pour en casser la magie, mais au contraire, en montrer la magie supplémentaire, qui est peut-être un peu plus en coulisses. Et selon l'épisode, ça peut prendre des formes très différentes. Il y en a où je vais être sur la personnalité de l'artiste, d'autres où c'est juste le travail, parce que c'est plus ça qui m'intéresse. Enfin, entre les backrooms,
c'est une communauté assez invisible de gens qui servent à un grand but commun en ligne. Et Clive Barker, c'est deux approches complètement différentes, mais je crois que j'aime juste l'art sous toutes ses formes et que j'essaie de montrer à travers ça que non seulement tout est de l'art et pas seulement l'art classique qui serait mieux que ceci ou je sais pas là, il y a de l'art dans tout ce qui peut être manipulé et traduire un sentiment, une opinion, et puis mettre aussi à côté des œuvres qu'on met pas forcément à côté. Moi je trouve ça très cohérent d'avoir un Goya à côté d'un Giger et d'un Lovecraft et puis d'un jeu vidéo qui vient de sortir qui qui discute avec tout ça. Moi, le dialogue entre artistes, même informel, c'est une histoire de l'art qui continue, elle ne s'est pas arrêtée à la fin des derniers mouvements artistiques. Donc c'est un peu mon côté militant là-dedans, sans jamais le dire, mais de montrer que tout ça participe d'une même sphère des idées qui planent au-dessus de nous et qui dialoguent. Donc c'est juste ma vision du truc et les émotions que je ressens en regardant ça. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de mélanger art classique, art plus underground. Dans le live Glénat que vous avez fait tous les trois, vous avez évoqué un petit peu la place de ces œuvres donc en lien avec l'imaginaire dans les musées. Est-ce que pour vous, justement, l'institution que représente le musée aujourd'hui, elle est à même d'offrir une véritable médiation autour des arts de l'imaginaire, de montrer les arts de l'imaginaire? Est-ce que finalement institutionnaliser l'imaginaire c'est souhaitable ou bien est-ce que ça doit rester une forme de contre-culture hors des circuits pour être préservé? Ils se sont jetés sur le micro. En fait, on a un rapport très compliqué en France avec l'imaginaire. Ça a mis du temps avant d'être reconnu. Globalement, donc, l'imaginaire, ça correspond à trois grands genres, hein, la fantasy, la science-fiction et le fantastique. D'un point de vue, si on regarde le marché littéraire, ce n'est que 3% de tout l'ensemble du camembert littéraire, ce n'est que 3% de ces littératures-là. Et en termes de médiatisation, il y a très très peu d'articles de presse qui vont parler de ces genres-là. Et quand ça en parle, ça va plutôt être la science-fiction qui est mise en avant, qui a toujours été en France plutôt considérée comme plus intellectuelle que les deux autres genres, même si le fantastique, d'un point de vue littéraire, a vraiment réussi à s'imposer. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est la France est un des pays, par exemple, qui a créé le sous-genre de la science-fiction, créé le genre de la science-fiction avec les Anglais. On cite souvent Jules Verne et H.G. Wells, mais il n'y a pas de musée de la science-fiction en France, qui n'existe pas malheureusement. Alors qu'on peut se dire, on est un des pays qui avons co-créé ce genre-là, qui est devenu au fur et à mesure des décennies extrêmement populaire. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est ce qu'on voit avec notamment ce qui se fait à Angoulême, avec la bande dessinée, qui pareil a été souvent considéré comme un genre pour enfants pendant très très longtemps, et puis là il y a un basculement depuis quelques années, depuis à peu près une trentaine d'années, et il y a tout un travail qui est fait autour de la bande dessinée, et je pense que c'est super, parce que en effet il y a plein d'œuvres qui sont importantes, et comme je vais essayer paraphraser Indiana Jones, leur place est dans un musée. Après, ce qui est très compliqué, moi je pense, c'est que tant qu'il n'y a pas de volonté vraiment du pouvoir public de mettre en avant et de défendre ces genres-là, c'est difficile. Et c'est vrai que nous aussi, on a 50 ans de retard comparé aux anglo-saxons par exemple, qui n'ont pas du tout de problème à, dans les librairies, mêler tous les sous-genres ensemble, alors que nous, si vous allez en librairie, tout est bien réglementé, et puis il y a la partie où vous irez peut-être jamais, qui est la partie SF, ou fantastique ou fantasy, on va plutôt vous montrer la rentrée littéraire. Donc il y a aussi ça qui n'est pas évident aussi pour s'imposer, en tout cas chez nous en France. Oui, par rapport au musée, ici quand même c'est un parfait exemple. C'est-à-dire que tu vois, Quentin va s'intéresser à tout ce qui est un petit peu underground quand même. Et dès que c'est un peu institutionnalisé, ça perd cette saveur, quoi. C'est-à-dire que la vertu, elle est souvent dans le début des choses, et puis après, une fois que plein de gens s'y greffent, ça perd un peu sa substance, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à pas attendre grand-chose des services publics, quoi, et surtout autant de trucs à faire qui ne s'en mènent jamais, quoi. Parce que c'est vraiment une machine à casser tout ce qui peut être bien. Personnellement, moi j'ai des envies de créer un musée dans quelques années. Et donc ça c'est des problématiques auxquelles je réfléchis justement. C'est rester maître de son musée et ne pas avoir les institutions sur le dos. Je crois que c'est extrêmement important en fait en réalité.
Maintenant qu'il y a Internet et tout ça, les gens sont au courant. Donc on peut aussi se passer de beaucoup d'institutions qui sont destinées à disparaître, je pense. En 2 mots, ouais, moi je voulais réinsister sur le fait qu'on a quand même eu Gustave Doré, on a eu Méliès, enfin, on a eu ne serait-ce qu'historiquement, on pourrait imaginer un musée, juste un, qui rendrait hommage et peut-être valoriser en fait ce trésor qu'on a, et où j'ai l'impression que dans la production actuelle, c'est beaucoup plus dur de produire des séries, des films. Enfin, tous les 10 ans, on espère un renouveau parce qu'il y a un film qui sort et qui rallume un peu la flamme, et puis derrière, on voit que ça ne suit pas. Et c'est vrai que des fois, le public n'est pas toujours au rendez-vous, c'est très compliqué en fait. Du coup, j'ai pas du tout la solution, mais je vous rejoins un peu. Les pouvoirs publics, c'est toujours compliqué dès que tu veux. Tu es obligé de normaliser un peu, du coup, de parler à tout le monde. Alors, ce qui est très bien, du coup. Moi, je ne suis pas non plus pour l'élitisme, donc c'est un peu compliqué comme position. Mais voilà, au moins, il y a des exemples présents avec la demeure du chaos à Lyon, où il a finalement réussi, après des années, à occuper le terrain en disant non, je m'en irai pas, à avoir le fait que ce soit un peu plus ou moins protégé, en gros, et que maintenant. Donc, je me dis qu'il faut plus que ça passe, comme tu dis, par des gens amoureux de ce que ça devrait être, du projet de créer un lieu qui vivrait avec la passion d'un public qui doit bien exister, puisque vous êtes là, voilà. Et que ce soit fait avec amour, et puis tant mieux si la région me donne un peu d'argent parce que ça fera venir des gens, mais j'imagine plus ça comme ça que l'État qui s'emparait des cultures de l'imaginaire. Enfin, ça semble, vous voyez bien, avec le disant, c'est bizarre quoi. Après, c'est intéressant ce que tu dis sur les phases des choses, quand quelque chose émerge et qu'il y a des gens qui sont là pour le supporter, pour le faire vivre, pour en parler. Enfin, il y a une espèce d'émulation des premiers temps, et puis même les artistes qui font les choses découvrent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Et dès l'instant où ça s'installe dans un truc où ça fait 20 ans que c'est là, et puis du coup ça doit être reconnu, et on te fait des trucs un peu honorifiques. Enfin, on peut être un peu loin d'un truc un peu sauvage des débuts, et ça c'est un truc qui est un peu insoluble et qui est lié à l'art aussi en lui-même, donc il faut savoir se réinventer, et puis il faut le savoir... ouais, c'est peut-être le seul truc qui manque, ce serait au moins un musée qui rendrait hommage à tout le spectre imaginaire français, où ne serait-ce qu'on a quand même été pionnier sur des trucs fous, et où il y a, je le constate moi avec la chaîne, complètement, il y a énormément de gens qui créent en France et qui font des trucs dingues. Simplement, comment t'émerges dans un truc où personne t'attend globalement, quoi. Et où en plus, les éditeurs et tout, c'est très saturé. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Moi, je me rappelle, il y avait un truc qui était frappant. C'était il y a quelques années, il y avait une expo Moebius Miyazaki au musée de la Monnaie, où il y avait plein de choses super marquantes. Et puis, quand on lisait les commentaires, il y avait tous les films qu'avait fait Miyazaki et tous les films que n'avait pas fait Moebius. Si tu veux. Donc il y en a un qui a pas, c'est pas la même mentalité non plus. C'est pas, je pense que au Japon ils croient à leurs artistes vivants, quoi. Et puis ils épuisent bien, mais ils y croient. Oui, ils sont pas vivants très longtemps. Voilà, c'est le seul problème, certes. Mais Miyazaki a monté sa structure pour faire ses films, etc. Donc tandis que Moebius est resté un artiste indépendant, freelance. Et on voit qu'en termes de carrière, à la fin, il y a un gap, quoi. C'est pas du tout la même chose. Mais en même temps, le Moebius a eu cette liberté perpétuelle. Je ne le voyais pas chef d'entreprise à créer des longs métrages. Il y a l'État, mais il y a aussi la mentalité des artistes en France qui est peut-être le Japon plus rebelle. Est presque a plus fait pour, quand je regarde Berserk, je vois plus de notre patrimoine culturel européen qui est valorisé presque dans leurs œuvres, ils arrivent d'ailleurs très bien à s'en emparer généralement, que nous qui avons un peu dormi sur ces thématiques-là alors qu'on a plus ou moins de l'or dans les mains, et il y a peu de choses qui ont émergé quand même, enfin c'est fou, et alors que les artistes sont là et les envies sont là, mais c'est juste ça se transforme pas dans le marché, quoi. En tout cas, nous, Naya Museum, on a la grande chance d'avoir plusieurs œuvres d'Olivier Ledroit, donc si vous ne les avez pas encore vues, passez les voir après avoir fait le tour du château. Alors, vous disiez tout à l'heure justement, Olivier, que une fois que la société s'en emparait, donc ça perdait un peu de sa saveur. Ça va faire le lien avec la question suivante. On a la sensation aujourd'hui que l'imaginaire devient de plus en plus mainstream, qu'on assiste aussi à une forme d'anoblissement de ces cultures de genre, avec notamment un regain d'intérêt pour les séries SF qui fleurissent par milliers sur les plateformes. J'abuse un peu, mais voilà. Est-ce que vous avez la sensation tous les trois que vraiment ça devient plus mainstream, qu'il y a une popularisation de ces sujets-là
pour revenir à ce qu'on disait juste avant. Oui, tout à fait. On vit un âge d'or, on vit un âge d'or et en même temps une surproduction culturelle à tous les étages. Hein. Surproduction au niveau des sorties littéraires, au niveau des séries sur les plateformes de streaming, de films, de bandes dessinées. Et en même temps, il y a une forme de reconnaissance post plusieurs éléments, enfin plusieurs phénomènes. Il y a eu post Harry Potter, qui a été quand même énorme dans l'imaginaire de beaucoup de gens et qui a fait un espèce de basculement, qui a lancé toute une génération de jeunes lecteurs à se mettre à la lecture. Il y a eu évidemment le basculement Game of Thrones qui a poussé toutes les plateformes de streaming à racheter toutes les grandes sagas littéraires de fantasy et de SF pour espérer faire de même. Et en fait, on voit qu'il y a juste un changement de génération où il y a plein de trentenaires, entre guillemets, quarantenaires qui sont en manette maintenant et qui lisaient ça quand ils étaient plus jeunes et donc forcément ils vont plus en parler. Et on voit qu'on a un public, en effet, qui, comme il y a une espèce aussi de mondialisation de la culture, où avec le numérique, forcément, c'est hyper poreux et on peut suivre des séries animées ou des séries télé en même temps que tout le monde. Du coup, tu as aussi une certaine globalisation de la culture qu'on voit à l'œuvre. Et heureusement pour nous, la fantasy, le fantastique et la science-fiction sont très présents puisque c'est ce qui fonctionne en ce moment. Donc en effet, il y a une forme de reconnaissance qui est en tout cas qui est médiatique au niveau du public. On voit récemment des succès qui continuent. Peut-être vous avez dû entendre parler de la romance, la dark romance fantasy qui en ce moment fait des chiffres de vente délirantes à la Fnac. Et ça surprend énormément les libraires par exemple. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger. Et c'est intéressant, là typiquement, moi je vois la Cité de la BD à Angoulême m'a commandé une exposition en 2025 sur les 30 dernières années de science-fiction. Donc il n'y avait jamais eu d'expo en France sur la bande dessinée de science-fiction. Voilà, donc c'est super qu'il y a aussi une espèce de prise de conscience. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'on est plutôt sur des thématiques. En ce moment, c'est l'utopie qui a plutôt la cote. De toute façon, c'est cyclique. Hein. À un moment donné, c'était la dystopie, il y a eu plein de programmes, La Savante Écarlate, Black Mirror, bref, il y a pas mal de choses où on voit aussi que c'est lié à l'actualité. Mais c'est vrai que depuis le Covid, comme la réalité semble rattraper la science-fiction, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir été confiné, je pense que pour beaucoup, ça paraissait d'être tiré d'un mauvais roman de SF, quoi. Donc on voit vraiment qu'il y a une explosion, et même d'un point de vue littéraire, ça se ressent. Après, le problème, c'est la surproduction, et ça, je pense que ça empêche des nouveaux créateurs d'émerger. Quelqu'un d'autre veut réagir ou pas sur le côté mainstream, sur est-ce que vraiment... Disons que toute force engendre toujours une force contraire. Hein. Donc, le mainstream qui va prendre le pouvoir engendrera la génération qui va tomber plus tard et qui sera toujours underground au départ. Donc, c'est comme ça, si les gens sont de nature pessimiste, etc., l'underground va aller plutôt vers quelque chose de contemplatif et ainsi de suite. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu. Donc, ça fait une trentaine d'années que j'observe ça. On voit un changement de mode, justement. J'ai participé à l'émergence de l'heroic fantasy. Et à l'époque, le mainstream, c'était la bande dessinée historique. J'aurais pu mentionner de l'Épervier, ce genre de choses. La bande dessinée de Cap et l'épée. Et c'est toujours une surprise, quoi, quand mes premiers albums sont sortis. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oh, l'heroic fantasy ne vivra jamais en France, ça n'existera jamais en France. » Et ils se trombaient sur toute la ligne. Et ils ont été emportés comme un sous-marin, tous ces gars-là. Il y avait des dizaines et des dizaines d'artistes qui travaillaient dans ce domaine et qui ont disparu du jour au lendemain. Et sans qu'on s'en aperçoive, il y a eu la même quantité d'artistes qui sont apparus tous avec beaucoup de talent, quoi. Donc c'est pas du tout inquiétant d'être streamé. C'est juste le temps que ce soit digéré par la société, puis ensuite il y a une Et en deux mots, juste, on parlait des studios tout à l'heure qui effectivement, on a la génération des années 80 qui a découvert tous ces trucs et devient adulte en fait. Et du coup, mais le problème c'est qu'ils produisent en étant un peu toujours convaincus qu'on a toujours 15 ans. Enfin, c'est bien pour les enfants d'aujourd'hui, ça c'est génial. Mais pour rattraper ce public qui suit depuis longtemps les choses, je trouve que quand même ça reste globalement, et c'est dû au mainstream, assez policé, ça manque d'audace ou de trucs un peu surprenants. Voilà, et du coup je trouve que comme c'est très bien produit, que ça veut faire à tout le monde, qu'il y a beaucoup d'argent,
la prise de risque fatalement est un peu atténuée pour pas se planter sur des entreprises économiques pharaoniques avec des gens dans l'équation qui en ont un peu rien à foutre de leur fantasy, tu vois. Et ça, bon bah, du coup c'est toujours pareil, plein d'argent, c'est impressionnant, mais c'est un peu le lycée, ou moins de moyens, du coup plus d'audace, plus de risques, mais des trucs qui peuvent faire un peu plus cheap. Donc où se situe le juste milieu, et ça existe hein, heureusement, il y a des trucs un peu intermédiaires qui permettent des choses chouettes, et on en parlait tout à l'heure, le court-circuitage du internet qui permet que des audiences peuvent aller soutenir des choses. Voilà. Mais tu vois, il y a par exemple Mad God qui est sorti récemment, là, de Phil Tippett. Ça, tu vois, je voudrais plus de choses comme ça, mais il a mis 30 ans à le faire en galérant, alors que c'est une légende, quoi. Donc ça, et puis Jodorowsky a jamais réussi à produire des films. Enfin, il y a aussi des faits objectifs où, quand c'est un peu foufou et un peu, tu vois, des choses où tu te dis, waouh, qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est difficile de passer des filtres du mainstream, et on comprend bien pourquoi, quoi. Donc, bon, c'est le seul truc que moi je regrette un peu, c'est qu'on se dise, ok, on a des geeks qui ont tel âge, bah, allons un peu plus loin dans des choses qui vont peut-être moins fédérer des audiences incroyables, mais qui vont avoir le soutien du public et sur lesquels on pourra peut-être bâtir quelque chose. Et ça, je trouve que ça manque un peu. Mais c'est juste mon avis, mec qui aime des trucs bizarres. Et justement, comment on les trouve, ces œuvres qui sortent un peu de l'ordinaire? Vous parliez, Lloyd, tout à l'heure de la profusion des œuvres qui sont faites en ce moment. En tant que donc, consommateur même d'imaginaire, est-ce que vous arrivez encore à trouver des œuvres qui sortent du lot, qui vous étonnent, qui vous choquent, qui vous inspirent et qui sont donc véritablement nouvelles? Et puis en bref, voilà, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, selon vous, la possibilité d'ouvrir de nouvelles brèches dans ce monde de l'imaginaire avec tous ces codes? Ou bien est-ce que l'imaginaire c'était mieux avant? Heureusement, pour le genre, il y a des nouvelles choses qui sont super et c'est encourageant parce que sinon ce serait un peu désespérant. C'est vrai que c'est... Alors après, ça dépend des genres. Là récemment, je vous recommande à la salle de lire ou de découvrir Mariana Enriquez, qui est une maître novelliste fantastique, qui vient d'Amérique latine, qui vient d'Argentine. Elle a écrit un gros pavé qui s'appelle Notre part de nuit, qui est un petit chef-d'œuvre aux éditions du Sous-sol. Et là, typiquement, on la considère maintenant comme la nouvelle Stephen King venue de l'Argentine. C'est une femme qui a 45 ans. C'est exceptionnel ce qu'elle fait. Et donc là, elle commence à percer. Et normalement, elle devrait être adaptée sur Netflix. Donc c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Et c'est vrai que le fait d'avoir découvert ça il n'y a pas longtemps, ça m'a rassuré sur la vitalité du fantastique, qui est quand même le parent pauvre des trois genres dont on a cité, puisqu'en fait c'est le plus dur, entre guillemets, moi je pense. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de jeunes auteurs qui font du fantastique que de la fantasy et de la SF. Après, tout dépend. Quand vous suivez, moi je suis entre guillemets obligé de tout suivre sur la science-fiction. C'est sûr qu'il y a tellement eu de chefs-d'œuvre dans les années 50, 60, 70 que c'est compliqué de trouver des œuvres aussi fortes que, je sais pas, Dune de Frank Herbert, pour le prendre par hasard, ou même de Fondation d'Asimov. Voilà, on a des classiques du genre. Et heureusement, pareil, il y a des choses qui apparaissent et qui permettent d'avoir des respirations et de se dire que, en effet, de sortir du cliché de c'était mieux avant. Récemment, peut-être vous avez dû entendre parler de Liu Cixin, qui est le grand auteur de science-fiction chinois. Alors c'était le premier. Il a fait Le Problème à trois corps, qui est disponible chez Actes Sud. C'est très très bien. Et donc, il est adapté par les mecs de Game of Thrones en janvier prochain sur Netflix. Donc lui, je pense typiquement, ça va être un peu l'auteur de SF qui va un peu exploser grâce aux adaptations. Mais heureusement, il y a des nouveaux auteurs et autres qui apparaissent, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça prend du temps. Quelqu'un, par exemple, pour qu'un Alain Damasio perce en France, il a fallu 20 ans. Pour que les furtifs arrivent à vendre 150 000 exemplaires et que, enfin, un auteur de SF soit invité dans tous les masses médias. Il faut attendre à peu près 20 ans. Le dernier, c'était Bernard Werber, quoi. Donc, du coup, il y a aussi un côté où ça prend du temps de voir apparaître des gens qui vont apporter quelque chose de nouveau, ou pas forcément quelque chose de nouveau, mais qui vont apporter quelque chose de frais. Et heureusement que c'est possible. Mais sinon, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait produire beaucoup moins d'œuvres et payer beaucoup mieux les auteurs. Mais c'est pas vraiment dans le système actuel, mais je pense que ce serait mieux. Moi j'ai beaucoup d'espoir, enfin je suis pas déprimé, donc du coup je suis très heureux, parce qu'en fait, oui il y a eu des trucs incroyables avant, et moi-même j'en suis un grand amateur, et je trouve ça génial aussi de faire découvrir des choses que je redécouvre moi-même, et de partager en disant regardez c'est fou, donc ça c'est un truc qui s'éteindra jamais, et plus on avance, plus il y a de trucs dans le passé, entre guillemets. Mais aujourd'hui je suis très attentif à des nouvelles générations qui elles ont grandi, donc on va dire digital natives, mais qui du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils ont accès à tout hyper facilement, même sans argent, potentiellement tu peux télécharger, etc.
Et ils ont une démocratisation des moyens de production qui deviennent incroyables. C'est-à-dire que tu regardes Unreal 5, qui est un logiciel de jeu vidéo, tu peux faire autre chose que de jeu vidéo, et quelqu'un tout seul peut faire un jeu vidéo hyper réaliste. Et du coup, il y a le problème de l'indépendance, c'est toujours vrai, mais aujourd'hui, une personne seule peut faire des trucs incroyables. Alors je parle pas de l'IA qui doit être absolument détruite le plus vite possible, je parle plus du fait que voilà, moi j'ai tout appris tout seul, il y a des tutos, c'est des gamins de 13 ans qui t'apprennent la vie, c'est mortel. Enfin, je suis hyper... et ces gens-là, ils ont... Voilà, il n'y a plus la restriction de dire, bah moi je devais aller chercher la VHS, c'est mon pote. Alors oui, c'est charmant, mais quelque part c'est chiant, tu vois. Moi j'ai rien vu de mon enfance à cause de ça, parce que bah, si j'avais pas Internet. Donc même si ça a ses défauts, l'accès à une culture infinie, plus une démocratisation des moyens de production, Unreal c'est gratuit quoi. C'est juste si tu fais un jeu, ils te prennent 20%, mais c'est trop bien. Et ça, moi j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, et puis comme il y a Internet, les gens peuvent le diffuser direct sans se dire je dois attendre 1000 ans que l'éditeur machin se réveille, tu vois, ce qu'il fera probablement pas. Donc, et ça, quand je vois, pour prendre un exemple récent, ça va être les Backrooms, avec le court-métrage de Ken Pixels, qui est un jeune de 17 piges, qui a fait une espèce de found footage hyper réaliste dans ce truc émergent du web et tout. Et là, il est en train de faire un film avec A24 où il va adapter, donc même le cinéma s'est penché là-dessus en disant, et eux, je pense qu'ils auront l'intelligence de me dire fais ce que tu veux, tu vois. Parce que je trouve que c'est un studio assez intelligent, qui a compris que fallait mettre des visions artistiques en avant à fond, tu vois, quitte à ce que ce soit un peu autorisant et tout ce que tu veux. Il n'empêche que c'est génial et que eux, ils font aussi du bien à leur niveau dans une offre, tu vois, qui n'a pas peur d'être surréaliste, horrifique, avec du cinéma qui se considère comme du vrai cinéma. Enfin, c'est très bien. Et cette jeune génération qui grandit là-dedans, ils le font déjà sur le web et ils n'attendent pas que quelque part le mainstream les repère pour déjà ouvrir des nouvelles portes. Donc moi, je suis team vert complètement plein. Même si oui, il y avait une liberté sur certains trucs, parfois un peu trop. Hein. À l'époque, ils disaient que oui, il y a des trucs qu'on regarde aujourd'hui comme des curiosités, et à juste titre. Mais en même temps, il y a plein de nouvelles heures et plein de nouvelles thématiques à traiter. Enfin, le monde est suffisamment complexe et riche pour avoir des choses à dire sur notre monde sans regarder dans le passé en disant ah, c'était quand même mieux. Enfin, moi, je trouve ça un peu passéiste et un peu tristou de rester kéblo alors que c'est qu'on est juste mal renseigné, quoi. Bah, disons que c'est vrai dans les deux sens. Je sais pas ce qui est mieux avant, mais il faut pas oublier tous les trucs du passé non plus, quoi. Là, il y a énormément de peintres. C'est assez fascinant dans le fantastique qui ont œuvré à la peinture à l'huile, que ce soit au début du XXe ou du XIXe siècle, sur des thèmes sur lesquels on travaille toujours, quoi, finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté, c'est comme un arbre généalogique, un peu. C'est marrant de voir qui a influencé qui, quoi, etc. Bon, à l'heure actuelle, moi, je suis pas du tout pessimiste. Hein, et même, en général, quand il y a une saturation, parce que bon, Netflix, tout ça, quand on regarde, ça se ressemble un petit peu souvent, quand même. On voit qu'à l'époque où des types comme Lucas et comment dire, toute cette génération-là, et De Palma et tout, ont émergé, là, tous les barbus. Le cinéma, les gens se fatiguaient un petit peu à l'époque. On ne sait pas, mais les gens en avaient marre des westerns et tout ça. Ils n'allaient plus au cinéma, quoi. Il a fallu attendre qu'une nouvelle génération arrive pour les attirer en salle. Et que ce soit en littérature ou en dessinée, je pense que c'est pareil. Quand ça commence à stagner comme ça, il suffit d'attendre un petit peu. En général, il y a une nouvelle génération. Une réaction qui va arriver, qui va émerger, quoi. En cassant souvent ce qu'il y avait avant, mais bon, ça n'empêche pas qu'après on peut y revenir. Parce que tout ce qui a précédé Lucas et autres, il y avait énormément de choses passionnantes aussi. Ça va faire le lien. Lloyd, vous avez parlé vous-même dans une interview de crise de la créativité. Il y a quelques mois, donc je l'ai dit, vous deveniez co-rédacteur en chef du magazine Métal Hurlant, un magazine, je le rappelle, dédié à la bande dessinée créée en 1975, qui s'est arrêté en 1982 et qui a repris en 2021 avec un nouveau format. Comment aujourd'hui on réinvente un magazine comme Métal Hurlant sans dénaturer l'objet et pour en ramenant de la nouveauté? Ouais, alors pour toute la nouvelle génération, entre guillemets, Métal Hurlant, c'est hyper culte pour toute une autre génération. Quand je dis à certaines personnes que je travaille pour Métal Hurlant, à partir d'un certain âge, je vois les yeux s'ouvrir, les gens font « Ah, Métal Hurlant !» Et c'est vrai que c'est rigolo parce que
Donc en effet, ça a commencé en décembre 1974, Métal Hurlant, et ça s'est imposé jusque dans les années 80. Et donc c'est un moment où, en fait, post-mai 68, il y a une espèce d'explosion dans la bande dessinée, où beaucoup d'auteurs de BD, donc pour la faire courte, mais beaucoup d'auteurs de BD travaillaient pour des revues, Tintin, Pilote, et en fait, donc Goscinny, le créateur d'Astérix, a fait émerger, grâce à Pilote, beaucoup de jeunes dessinateurs très brillants qui ont travaillé avec lui. Et donc en fait, à un moment donné, à peu près en 68, il y a eu un espèce de procès où tous les jeunes ont mis la misère à Goscinny. Ça s'est vraiment passé comme ça, une dizaine, comme un procès, et ils sont tous partis. Donc il y avait Moebius, il y avait Druillet, il y avait Gottlieb, et en fait tous ces gens-là ont créé des revues différentes. Donc Gottlieb a créé Flûte Glaciale, et Druillet, Moebius, Jean-Pierre Dionnet ont créé Métal Hurlant. Et donc Métal Hurlant, c'était à l'époque, on n'avait jamais vu de la bande dessinée comme ça. C'était hyper novateur, Moebius, Druillet faisait des dessins, donc le principe était d'avoir des histoires courtes ou des histoires à suivre dans Métal Hurlant, et donc il y avait plein de jeunes dessinateurs de toute la France, et aussi de Belgique, qui venaient proposer des dessins. Donc c'est un espèce d'âge d'or créatif, où il y a eu une espèce de rencontre, et tous ces gens-là qui ont commencé dans Métal Hurlant ont percé 10, 15, 20, 30 ans. Druillet c'est une légende, Moebius c'était une légende, Bilal était aussi dedans, Enki Bilal. Donc en fait, on a vécu un espèce vraiment d'âge d'or d'une certaine forme de la BD, et en plus de la BD de genre. Donc vraiment de la BD de SF, de Ça la a fantasy. influencé les États-Unis d'ailleurs Et on a- aussi. voilà. C'est une des rares fois où. On a influencé les États-Unis parce que Métal Hurlant est sorti aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal. Et donc pour la petite histoire, un certain George Miller a voulu prendre Heavy Metal pour faire Mad Max. Et en fait, Dionnet a dit non, que ça servait à rien, que c'était une mauvaise idée. Donc finalement, il y a eu Mad Max. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, ça fait partie. Voilà, ça a inspiré. James Cameron est fan d'Heavy Metal. Spielberg connaît. Enfin, il y a tous les gros réalisateurs américains ont lu Métal Hurlant version américaine. Et donc, Métal Hurlant a été relancé 2 fois. Une au début des années 2000, ça n'a pas marché. Et là, récemment, en 2020. Et du coup, ça est en train de plutôt fonctionner. Et en fait, c'est des MOOC, donc des magazines book de 300 pages à peu près. Donc il y a eu une version vintage où on remettait au goût du jour toutes les anciennes histoires un peu cultes, un peu cryptiques, un peu ultra-violentes qui passaient, puisque Métal a eu des histoires interdites par la censure, donc dans les années 70, parce que du coup il y avait pas mal de sexe, il y avait de la violence, bref c'était assez divers et varié entre guillemets. Et en fait, on arrive maintenant avec de la création, puisqu'on fait des numéros de création, donc on propose à des auteurs de bande dessinée au niveau international de raconter des courtes histoires dans Métal Hurlant. Et en effet, comment faire aussi bien que Moebius? Comment faire aussi bien que Druillet? Non mais c'est une vraie question. Et en plus, il y avait un ton dans Métal Hurlant, le ton post-68, assez anard, assez punk, qui a un ton qu'on ne retrouve plus vraiment maintenant. Donc du coup, c'est vraiment d'arriver à dénicher des nouvelles pépites, à faire confiance à des jeunes dessinateurs, des jeunes dessinatrices dans Métal, et tout en mettant en avant, moi on m'a embauché pour développer la partie rédactionnelle, donc ça veut dire vraiment mettre en avant les artistes, faire des enquêtes, des portraits, faire des critiques. Donc du coup il y a une vraie volonté de remettre en avant, de faire du neuf avec du vieux, entre guillemets, donc d'arriver à faire émerger des nouvelles plumes et des nouveaux dessinateurs, tout en remettant en avant le passé de Métal Hurlant, qui reste un passé assez glorieux. Mais c'est compliqué parce que il faut arriver à... En fait, en tout cas, c'est hyper important de faire appel à des jeunes, je pense, et on a beaucoup de jeunes illustrateurs, et du coup c'est aussi un bon moyen de donner la chance à des jeunes illustrateurs de se tenter, de se tester sur un court récit de 5 à 9 pages, et de laisser en effet des rockstars et des anciens avoir leur kiff et d'être dans Métal Hurlant au moins une fois dans leur carrière. Mais évidemment c'est difficile parce que quand on lit certains numéros de Métal Hurlant, par exemple, je vais vous donner une anecdote, c'est marrant, Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre, c'est les deux vrais chefs, donc du coup avec qui je travaille de temps en temps, ils avaient créé un personnage qui s'appelait Joe Staline, qui défonçait les livres ou les films ou les œuvres qu'ils n'aimaient pas. Donc Philippe Manœuvre d'ailleurs c'est illustré puisqu'il a démonté Blade Runner à l'époque et ça l'a poursuivi toute sa vie parce qu'il a fait une critique, il a détesté Blade Runner où il s'est lâché et toute sa vie on lui a rappelé plus tard qu'en fait il avait critiqué peut-être le plus grand film de SF de tous les temps, c'était assez marrant. Et en fait Joe Staline, maintenant avoir un Joe Poutine qui défonce les bouquins des uns et des autres, en fait il y a tellement de production actuellement que est-ce que ça vaut pas mieux de mettre en avant ce qu'il faut lire et ce qu'il y a de meilleur plutôt que d'aller sulfater les livres des uns et des autres. Mais ça, totalement, c'est une autre vision de voir le monde.
Et du coup, des fois, avec Jean-Pierre Dionnet, on a des échanges où il me dit, mais non, mais vas-y, il faut défoncer le livre et tout. Et je le regarde, je dis, mais Jean-Pierre, t'es sûr? Ah, ouais. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit, voilà, il y a des choses qui ont changé. Mais la liberté qu'ils avaient d'expression, qui était entre guillemets totale, et aussi dans tous les mauvais délires aussi, parce qu'il y a des trucs dans Métal Hurlant qu'on relit maintenant, qu'on trouve hallucinant. Tout n'a pas bien vieilli. Mais ce qu'il faut garder, c'est vraiment cette liberté. Moi, c'est ça qui me. Enfin, quand je vois Jean-Pierre Dionnet ou Philippe Manœuvre, quand on les rencontre, enfin, Dionnet, il a plus de 70 ans, il est hyper libre, il est au courant de tout, il a des idées en permanence. Et c'est ça qui est encourageant quand on est plus jeune, c'est qu'on se dit, ah ouais, quand même, ils ont tellement fait les 400 coups qu'ils ont gardé cette liberté-là. Donc c'est quand même de maintenir une vraie ouverture intellectuelle éditoriale. Et ça, des fois, c'est pas forcément évident pour plein de raisons, mais c'est le but. Merci. Je vois que l'heure tourne, malheureusement. On va essayer quand même de garder un petit peu de temps pour les questions. Vous vouliez... Ouais, je voulais juste rajouter à propos de Métal Hurlant, ouais. C'est qu'il faut laisser, pour être libre, il faut laisser vivre aussi un petit peu la méchanceté, quoi. Parce qu'on n'est pas fait que de gentillesse, quoi. Donc, quand par exemple ils avaient des procès, bah, ça veut dire que quand on dit quelque chose qui est important, bah, ça a un coût. Et donc il faut payer après. Et tant qu'on n'a pas de procès et qu'il ne se passe rien, c'est que quelque part on n'a pas rempli le contrat en entier, quoi. Il faut être plus méchant. Et Lloyd, il devient méchant. Un message pour vous aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous faire rire. Bon, j'en parle, hein, c'est rigolo. Vous savez, je pige, mais de moins en moins, mais je pigeais beaucoup pour Le Point, c'est le journal qui m'a informé. Et donc, il y a eu une affaire il n'y a pas très longtemps avec Raquel Garrido, vous savez, où il y a une fake news, en fait, dans le numéro, un journaliste a fait une fake news dans un article et ça a fait un énorme tollé. Et du coup, ça a été hyper problématique parce que, du coup, la qualité de l'information, où est-ce qu'on en est, quoi. Et c'était marrant parce que le patron du journal nous a dit, donc bon, tout le monde était très dubitatif, mais nous a dit qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui avait des procès pour diffamation. Et c'est vrai que je vois le délire, mais bon, il y a aussi la limite du délire. Mais c'est vrai que, ouais, je l'ai déjà entendu, le truc de pour être un bon journaliste, il faut de la diffamation. Après, évidemment, il y a à boire et à manger. Mais c'est vrai que la question de la méchanceté est hyper intéressante. Parce que c'est en effet compliqué, parce que derrière, il faut juste tout simplement assumer après. Déranger que la méchanceté, oui, en fait. Déranger, je trouve plus... Parce que la méchanceté, elle peut être gratuite, et pour le coup, ça dépend. Il y a des trucs où il faut l'être aussi, tu vois, et il ne faut pas passer sur tout. Mais en tout cas, déranger, j'aime bien l'idée de dire, waouh, il y a un truc qui remet en cause un peu l'échiquier, et genre, on donne des coups de pied dans des trucs, ça peut être toujours intéressant, quoi. Et ça, pour le coup, il savait le faire sans problème. Donc voilà, je vais vous poser deux petites questions à tous les trois et puis après on essaiera de passer aux questions du public. Quelle est l'œuvre qui actuellement vous fait vibrer et que vous souhaiteriez recommander? Et quels sont vos projets, vos envies pour la suite de vos carrières respectives? Rien aussi de conseiller, on va dire, c'est une série, je vais conseiller Sévrance, j'ai déjà fait ce matin mais je le refais. C'est une série sur Apple TV malheureusement, donc c'est un peu chiant, mais c'est très très bien. J'y ai retrouvé un peu de Lost, un peu de choses, et puis voilà, c'est un peu liminal aussi comme esthétique. Il y a vraiment, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Il y a un casting incroyable. C'est produit par Ben Stiller. C'est pas humoristique, mais c'est genre très surprenant de le voir là. Mais c'est vraiment un truc d'une grande qualité qui m'a beaucoup excité. Et sinon, pour les projets, je vais parler de ma prochaine vidéo. Voilà. C'est justement une vidéo sur les comics peints et bande dessinée fait à la peinture. Et donc ça fait 1 mois et demi que je plonge dans ce rabbit hole, comme on dit, dans ce vortex. Et il y a des choses incroyables, autant du passé que d'aujourd'hui, mais beaucoup aussi des choses du passé qu'on a un peu oubliées. Et j'ai très hâte de vous partager ça parce qu'il y a de la beauté à non plus pouvoir. Voilà. Moi je vais redire, je vous recommande Mariana Enriquez, autrice argentine, qui a fait deux recueils de nouvelles aux éditions du Sous-Sol, et un roman qui est incroyable qui s'appelle Notre part de nuit. Et elle sera dans les pages de Métal Hurlant, elle aura un portrait. Et sinon en actualité, on va dire ma touch Métal Hurlant arrive dans le numéro 9, donc c'est un numéro sur l'utopie, qui sortira fin novembre, et donc vous retrouverez Acte 236 en portrait, mais pas seulement. Il y aura Kim Stanley Robinson, il y aura Colin Serrault qui reviendra sur La Belle Verte et l'aventure de la Belle Verte. Il y aura Phil Tippett, le maître des effets spéciaux qui a fait Mad God. Il y aura Romain Lucaso,
qui fera une interview qui dit que l'utopie, sur l'utilité ou pas l'utilité de l'utopie d'un point de vue littéraire. Et je pense que ce sera un beau numéro avec pas mal de bandes dessinées. Donc ça, ce sera fin novembre en kiosque et chez vos libraires. Moi en ce moment, qu'est-ce que je lis c'est une réédition, c'est le Loup solitaire à l'enfant, c'est une BD japonaise des années, un manga japonais des années 70, qui est donc un classique et là qui est réédité pour l'instant 7 volumes, je sais plus, 700 pages chacun, c'est vraiment le pavé. Et c'est que des nouvelles et c'est absolument génial, quoi. Moi j'aime beaucoup les choses genre l'art de la guerre de Sun Tzu, le traité des 5 roues, etc. Et là on retrouve dans les intrigues, il met en application des passages de Sun Tzu, etc. Donc moi je me régale avec ça, et puis on a l'impression d'être dans un film des années 70, quoi. Un film d'exploitation, alors avec les cadrans, j'adore. Et alors après pour mon actualité, moi je termine le dernier Requiem en date, quoi, le tome 12 là. Et puis quand j'aurai terminé ça, je pense que je vais me prendre 6 mois ou 7 mois pour faire des peintures, quoi. Parce que depuis le confinement, j'avais complètement arrêté. Et là, maintenant que les expos reprennent, je vais pouvoir me relancer dans cette partie de mon travail que j'adore. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup et on va passer aux questions du public. Est-ce que certaines personnes veulent poser des questions ou pas du tout? Vous n'avez rien à demander à ces 3 messieurs passionnants. Pas de questions? Il n'y a pas de mauvaise question. Oui. Est-ce que parfois vous êtes enfermé dans l'imaginaire et peut-être vous pourriez vous pencher vers des sujets plus réalistes, comme le drame ou des sujets que le cinéma voit souvent, ou alors est-ce que vous êtes bloqué là-dedans, vous vous frustrez, ou alors est-ce que dès que vous écrivez, vous vous sentez obligé de vous tourner vers ça? Je me suis déjà posé la question, mais en fait, dès que je me mets au travail, je ne me la pose plus. J'ai moi une tournure d'esprit qui fait que je suis attiré par ce domaine, et c'est plutôt, si tu veux, par exemple, si j'ai envie d'écrire une histoire d'amour, quelqu'un qui est amoureux d'une personne malade, par exemple, une histoire particulière, et je vais voir si je ne peux pas en faire une sorte d'allégorie à travers le fantastique. C'est une tournure d'esprit qui fait que je fonctionne comme ça. Alors, je sais pas, c'est quelque chose que je ne remets pas en question, parce que je travaille dans plusieurs aspects du fantastique, quoi. Mais la liberté que ça procure, et puis le fait d'avoir toujours un pied dans l'imaginaire, pour moi c'est important, le monde du rêve, etc. Parce que l'imaginaire, c'est un petit peu tout ce qui est notre subconscient, quoi. On a notre inconscient. Quand il y a une toute petite partie de notre personnalité, de notre ego qui est consciente, mais en fait l'essentiel de notre vie intérieure, on en a conscience quand on se rappelle de ses rêves ou des choses comme ça. Et donc moi j'aime bien pouvoir continuer à évoluer dans ce registre où voilà, c'est une part de moi-même qui peut s'exprimer, qui ne peut jamais s'exprimer dans la vie de tous les jours, quoi. Aussi. Donc c'est important pour être qui je suis, quoi. Moi je répondais 2 secondes dans le sens où je me nourris en dehors de mes activités sur la chaîne. Tu vois, ma femme bosse dans le fait divers, on adore tout ce qui est enquête, je peux regarder des drames ou des choses comme ça. Mais dans mon travail, en tout cas dans la recherche, il y a un truc où j'aurais pas assez de ma vie entière pour faire le tour de tout ce que j'aimerais découvrir dans cette question précise qui est tellement vaste et profonde que le jour où je m'ennuierais, j'aurais sans doute très envie d'aller me balader dans d'autres univers, mais puis je pense qu'il y a un truc un peu vital, moi qui est de l'ordre de la fuite du réel, tu vois, que j'assume complètement, et il n'y a que là-dedans que je passe plus de temps dans l'imaginaire que dans le réel, vraiment concrètement, c'est-à-dire que je suis dans mon bureau à penser que à ça, à regarder que ça, à écrire autour de ça, à faire des vidéos autour de ça, et je suis plus dans l'imaginaire que le réel, et ça me va très bien. J'ai les pieds sur terre, mais j'ai déjà suffisamment de réel dans la vie, tu vois, pour avoir les moments où je peux faire ce que je veux,
il y a vraiment un truc d'évasion aussi qui marche à chaque fois et que j'ai pas trouvé dans ces proportions-là dans d'autres genres, qui pour autant m'apportent énormément dans ma réflexion, même dans la façon de faire les choses. Faut se nourrir, je pense, aussi d'autres choses pour pas rester que... j'ai pas que le nez dedans, mais dans ma recherche, pour l'instant, je me vois pas faire autre chose parce que je suis loin d'avoir... j'ai des lacunes énormes, tu vois, il y a plein de choses que je veux améliorer, quoi, donc voilà. En fait, ouais, moi je pense que la science-fiction c'est peut-être le grand genre littéraire du 21e siècle. Donc c'est vrai que se spécialiser vraiment et aller au bout d'un genre, c'est passionnant et en même temps ça prend du temps de lire, de regarder, de voir. Et moi pour me détendre j'ai du polar. Voilà, c'est mon moment de détente, c'est vraiment le polar. Mais du coup non, pour l'instant je suis totalement dans ce genre-là et comme j'ai envie de continuer à me spécialiser pour voir jusqu'où je vais aller. C'est pour ça que ça m'intéresse intellectuellement de prolonger l'aventure. Ouais. Juste, dans un passé lointain, j'avais interviewé Jean-Louis Coste, qui, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un chanteur-performeur hyper déviant, bizarre et tout. C'est intéressant, mais et c'était quelqu'un de très underground, tu vois, qui faisait un peu peur aux gens sur scène, parce que vraiment, c'était tout nu. C'est un peu à la J.J. Allin, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est excrément sur scène, enfin, tout un truc ultra dérangeant, et on avait eu la chance de l'interviewer chez lui, et c'était quelqu'un de très tranquille qui bossait dans sa cave, dans un pavillon de banlieue et tout, et qui était vachement l'inverse de, tu vois, l'image. Et du coup, on lui posait des questions, et il avait une phrase qui m'avait vachement marqué. Il me disait, moi je suis dans ma cave là et je creuse pour voir s'il y a quelque chose au bout. Et je suis pas sûr de le trouver, mais est-ce que si je dis ça, c'est qu'il y a un truc romantique dans l'idée de partir dans un continent en disant j'irai jusqu'à ce que je trouve ma vérité. Enfin moi, c'est comme ça que je le vis. Et en fait, le fantastique, je le trouve, il est tellement large que c'est un des seuls trucs où c'est difficile de faire le tour de la question. Et cette phrase m'a marqué, sans me mettre tout nu sur scène avec du caca. Il y a cette idée j'ai beaucoup aimé l'idée de creuser un truc jusqu'un peu la déraison, quoi. Moi j'avais une question par rapport à Métal Hurlant. Quand on lit celui de 70, il y a cette effervescence de tous les auteurs. Il y avait des jeunes auteurs qui devaient donner une histoire et puis qui ne revenaient plus jamais. Est-ce que vous sentez ça sur la nouvelle édition ou un peu moins? Ouais, alors en fait, on a beaucoup de demandes. Donc là, en fait, la vraie problématique maintenant pour nous dans Métal, c'est de gérer la demande, parce qu'on a des gens du monde entier qui demandent à faire des histoires, garder les bons éléments entre guillemets ou ceux qui veulent recommencer, qui ont fait une super BD, et du coup quand même garder une forme d'historique. Mais en effet, oui, dans Métal Hurlant, il y a des gens, ils ont fait deux histoires et puis ils ont disparu. Certains ont arrêté la BD. C'est aussi un autre moment économique entre guillemets dans la bande dessinée. Et du coup, ouais, on essaye de garder le lien avec les gens au maximum, tout le temps en allant sur Instagram et en allant découvrir des nouveaux, des nouvelles auteurs et autrices pour proposer à faire de la bande dessinée. Après, il y a beaucoup de turnover, comme c'est un trimestriel, et donc il faut gérer à peu près entre 20 à 30 auteurs par numéro, quoi. Donc du coup, c'est vrai que des fois, on est un peu sous l'eau, mais l'idée va être de maintenir plus le lien et de garder, entre guillemets, bien sûr, garder les gens, s'ils ont envie, si ça leur plaise, de faire des histoires. Ouais. J'ai une question et une remarque. J'ai 35 ans. Dans les années 90, j'étais fan d'informatique, etc. Et je paraissais comme le bizarre du groupe. Aujourd'hui, ses compétences et ses passions sont devenues la norme. L'informatique est répandue, etc. Et c'était plus pour revenir sur les lettres de noblesse, parce que je trouve qu'on ne s'est pas spécialement appuyé trop là-dessus pendant la conférence. J'ai quand même la sensation que le fantastique, par le biais même du Zenaya ou des choses comme ça, devient beaucoup plus accessible et permet d'aller vers le dérangeant. C'est-à-dire que ce dérangeant qui, moi, me passionne mais gêne les gens, il a fallu que je cherche pour aller là-dedans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est extrêmement accessible et que ça permet de mettre en avant certains artistes et ça devient un peu plus normal d'aller dans le dérangeant, entre guillemets. Et est-ce que vous n'avez pas quand même cette sensation que, alors tout à l'heure, vous l'avez évoqué un petit peu sur l'accessibilité de ces choses-là, que vous paraissez moins bizarre qu'il y a quelques années, si je peux m'exprimer ainsi? Ouais, c'est moi le plus vieux. Je ne pensais pas à ça, mais c'est vrai. Disons qu'on est toujours surpris de ce qui était dérangeant dans les années 90, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. Et c'est quelque chose qui vieillit, quoi. Je trouve souvent le dérangeant d'une époque, quand on se rend compte plus tard, c'est pas
pas toujours terrible, quoi. En fait, on est toujours le produit de son époque, qu'on fasse, même si on veut être complètement à l'opposé, on est quand même dans une position de miroir. Parce que, oui, je sais pas, il y a des choses qui sont très dérangeantes aujourd'hui, mais bon, je sais pas. Ce qu'il y a par exemple au Naya, moi je vois surtout des belles choses, quoi. Je vois pas ça me choque pas, quoi. Ça me choque pas, puis peut-être que j'ai pas de cristallisation morale ou religieuse qui font que tout de suite ça me répulse, quoi. Alors, cet aspect-là aussi. Moi j'irais quand même pour dire que c'est mieux accepté dans la sphère globale, tu vois, grâce à Internet. Et là on est dans une tribu aujourd'hui, c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont appelés par le bad signal du musée Naya et de son étrangeté et tout, mais quand tu vas dans la rue, j'ai pas l'impression d'être entouré de punk, tu vois, enfin comme selon là où tu vis, tu vois, et la bizarrerie de ton milieu social, de ce que tu es dans ton milieu social, il y a toujours moyen de se sentir un peu rejeté, un peu tout seul. Souvent, les gens que j'ai connus qui s'intéressent au même truc, je les ai rencontrés en ligne. Tu sais, c'est pas forcément dans mes potes du collège, j'en ai aucun qui s'est barré dans ces univers-là. Et comme vous, j'en ai eu 300, tu vois. Donc, je trouve, oui, c'est mieux accepté, oui, le temps passant et les artistes dans ce domaine-là, tu vois, creusons le sillon et montrant que c'est un truc qui existe et qu'il faut faire avec maintenant. Et puis même au cinéma, c'est repris. Mais je trouve que dans ta sphère sociale, tu peux toujours ressentir le fait d'être un peu bizarre. Moi, j'ai plein de gens dans les commentaires de ma chaîne qui me disent « Ah, merci, quelqu'un qui parle de ça, je pensais être bizarre ou tout seul, tu vois. » Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent la même chose dans les commentaires. Donc, c'est une chose de le vivre en société que de savoir que dans le monde des idées, ça va mieux à ce niveau-là. Je pense que c'est pas encore totalement réuni dans les deux. En tout cas, pour le fantastique, d'un point de vue historique, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des genres qui a été tout de suite très accepté, même par la sphère universitaire. Peut-être vous connaissez Todorov, de nom, qui est un universitaire qui a écrit un texte hyper important sur le fantastique. Et aussi, il y a eu quelque chose où beaucoup d'auteurs de littérature générale du 19e, comme Maupassant, comme Mérimée, il y a eu aussi Nerval qui ont fait des choses un peu dans l'imaginaire. Tous ces auteurs-là ont été validés plus tard, d'un point de vue universitaire, par la grande culture. Donc du coup, le fantastique, tout de suite, même avec Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire, voilà, ça s'inscrit là, quoi. Donc le fantastique a eu de la chance, entre guillemets, parce que le genre c'est aussi, a été validé, parce que beaucoup d'auteurs qui sont des immenses auteurs de littérature sont passés par là. Après, quand on regarde les gens qui font du fantastique, si on regarde bien ce genre-là, il y a 3 cas de figure, quoi, qui sont toujours un peu les mêmes, entre guillemets. Il y a Lovecraft, voilà, bon ça fait 100 ans, mais il y a toujours Lovecraft. Il y a King, qui est évidemment plus récent, qui est enfin validé. Pendant des années, King, c'était pas du tout validé, et là on le voit faire la une de grands médias culturels comme Le Point, comme le Figaro, comme on en parle. Donc ça veut bien dire que c'est des gens qui sont validés entre guillemets par le système. Il y a Edgar Allan Poe, mais c'est dur de voir émerger des nouvelles plumes du genre fantastique. Et c'est pour ça que c'est un genre qui est un peu bizarre, parce que c'est un genre qui est figé, le fantastique. Il y a eu moins d'auteurs qui s'en sont révélés, et plutôt ils se sont plus révélés via le cinéma, plutôt, entre guillemets, que par la littérature. À l'inverse de la SF, où je peux vous citer, même dans les années 60, il y a Philippe K. Dick, il y a Frank Herbert, il y a des rockstars à toutes les décennies, entre guillemets, il y a des monstres dans le genre de la science-fiction. Pour la fantasy, c'est plus difficile. Il y a le maître fondateur qui est Tolkien, donc il y a lui qui est différent des autres, voilà, lui il est total, entre guillemets. C'est le seul qui a eu droit à son exploit à la BNF, symbole quand même de la validation de Tolkien, quoi. Donc il y a Tolkien et il y a les autres. Et au niveau des autres, on voit qu'il y a une explosion plutôt dans les années 80, 90, 2000, où là ça bouge. Mais on voit que ça dépend. Et le fantastique, c'est pour ça que c'est aussi figé aussi. C'est que ça a été tout de suite validé, entre guillemets, beaucoup plus rapidement que les autres genres, d'un point de vue institutionnel, en tout cas chez nous en France. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais un petit truc à répondre Ah, pardon. de l'étrangeté. C'est une anecdote, mais quand on a des enfants, il arrive toujours le moment où on va à l'école et où la maîtresse dit « Alors, que fait papa ?» Alors, c'est vrai que moi, quand j'étais vachement embêté parce que je ne pouvais pas montrer ce que je faisais dans l'école, quoi. Et quand elle voyait en tapant ce que je faisais, elle me disait « Oh, il n'est pas net celui-là. » Et donc ça, c'est vrai que c'est toujours présent quand même. C'est vrai que tu as raison, là, on est une tribu, quoi. Parce que,
quand on sort de là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller au va te poser de dire bizarre très vite. parce que, Ma compagne, ça a je été trouve le cas. je trouve que c'est trop horrible. Ouais. Merci. Non, mais c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Justement, est-ce que comme il y a tous ces titans, ces espèces de rockstars à chaque décennie, qui ont imposé des codes, etc., est-ce que vous pensez que justement ces archétypes emprisonnent les auteurs ou au contraire c'est des références sur lesquelles on peut construire? Ouais, je pense. Alors la question c'était si les titans de ces genres-là emprisonnent pas forcément ces genres-là. Moi je pense que oui. Bien sûr, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on va. Enfin, ce qui est difficile pour les nouveaux arrivants, c'est la comparaison. Et en fait, il y a des auteurs, ils sont tellement monstrueux. Enfin, je pense à Tolkien. Hein. Quand on regarde quand même l'œuvre de Tolkien, autre que c'est un linguiste, un spécialiste de la langue qui est incroyable, c'est un maître du dessin, de la calligraphie. C'est le premier, on va dire, auteur à créer une espèce d'univers exceptionnel. Bon, il est monstrueux, quoi. Et c'est vrai que c'est. Je pense que pour les nouveaux arrivants, c'est toujours compliqué parce qu'on aime les comparer en fait avec des anciens, mais qui étaient différents. Et chaque époque est différente. Donc c'est surtout pour ceux qui commencent d'arriver à tenter de s'en détacher. Et que je pense que c'est dans la problématique, elle est dans tout art différent. Hein, c'est pareil. Hein. Si tu veux faire de la SF, on peut te comparer à Moebius. Bon, bah, bon courage parce que c'est quand même difficile, quoi. Donc ouais, c'est d'arriver à se détacher de ça, tout en ne rejetant pas et en ayant goût pour aussi ces grands maîtres qui ont créé aussi des choses incroyables. Excusez-moi, une réponse à une question relativement courte, mais peut-être une réponse longue. On parle de fantastique, de fantasy et de science-fiction. Est-ce que l'Uchronie peut rentrer dans ce genre de Alors, ou au contraire, c'est une sous-catégorie pour chacun des types? Non, l'Uchronie est un sous-genre de la science-fiction. Globalement, dans la science-fiction, il y a anticipation, dystopie, art science, space opéra, planète opéra, steampunk, Uchronie. Voilà, donc vous avez à peu près, et post-apocalyptique aussi, post-apo. Et il y a ça, il y a aussi science fantasy, si vous avez les deux. Donc l'Uchronie est vraiment un sous-genre de la science-fiction, mais un sous-genre qui a eu comme un certain succès, puisqu'il y a des gens comme Philip Roth qui ont fait des bouquins très reconnus, ou plus récemment, même Fatherland. Voilà. Kadik aussi, Kadik évidemment, qui en a traité. Donc l'Uchronie c'est vraiment relié à la SF. Ouais. Grâce à Métal Hurlant, peut-être que certains auteurs ont été amenés à faire des BD, à développer leur univers. Kaza, Schulten, et peut-être que le garage hermétique n'aurait pas existé avec Moebius. Ouais, je pense aussi. Monsieur a des belles références à citer évidemment des grands noms de l'histoire de Métal Hurlant. Et oui, je pense que, en tout cas, de ce que récemment Métal Hurlant a sorti, donc le numéro 8 vient de sortir, c'est le dernier numéro entre guillemets vintage. Et il y a une interview de Philippe Manœuvre de 15 pages que je vous recommande de lire, où il raconte les coulisses de Métal Hurlant et justement ce moment où tous ces auteurs-là arrivent et se réunissent et, pris par une espèce de folie, décident de faire des histoires. Après, voilà, Métal Hurlant. Le seul défaut de Métal Hurlant a été Métal Hurlant, entre guillemets, puisque si Métal Hurlant avait été mieux géré, ça aurait été peut-être un des plus grands éditeurs maintenant. Et c'est vrai que malheureusement, les problèmes de gestion économique ou autres, ou le fait que, comme disait François Skeuten quand je l'interviewais très poliment, que les chèques se perdaient à la poste ou au courrier, faisait que malheureusement, des fois, pour certains auteurs, c'était compliqué de rester sur du long terme. Et parlons 2 secondes des Humanoïdes Associés, qui est quand même la maison qui a donné naissance à Métal, si je ne me trompe pas, et qui elle du coup continue et a quand même un catalogue incroyable. Enfin, il y a aussi ce biais pour retrouver beaucoup de choses sous forme d'albums entiers la plupart du temps. Donc c'est si vous voulez du Métal Hurlant, allez voir ce qu'ont fait les Humanos, ce qu'ils font encore, c'est incroyable. On va tout doucement conclure parce qu'on a déjà un petit peu dépassé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a posé ses questions? Oui, allez, on va dire que oui, merci beaucoup. Oui, voilà, vous pourrez échanger avec eux après, de toute façon, au stand de dédicace. Moi, j'avais juste une dernière question pour vous et ça va faire le lien avec notre débat qui va arriver juste après. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des intelligences artificielles dans l'art? Allez, parce que vous êtes exprimé. J'ai une panique attaque. Non, en 2 mots, moi je trouve, dans l'absolu, je trouve ça fascinant de voir ce qu'une machine créerait. Donc, si on faisait en sorte que les IA créent à partir de rien, je regarderais ça comme une curiosité technologique assez fascinante. Même au début, quand c'est sorti, on a été un peu fasciné, genre 2 semaines, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait c'est du
deep learning de tous les artistes qui existent, c'est-à-dire tu scannes, tu voles et tu recraches de façon sans âme, normative et synthétique, je trouve, leur travail. Et j'ai vu plein d'artistes moi, sur Twitter dire bon bah j'arrête. Genre Simon Stalenhag, là, qui est un mec qui fait des univers un peu SF années 80 avec des mechas et tout, il a vu des gens dans ses tweets lui dire hey, regardez, j'ai pris tout le taf de ce mec-là, il lui dit mais t'es en train de me tuer. Et le gars il a fait oh, c'est bon les artistes, ça suffit, votre main mise sur. Enfin, genre, tu pètes un câble. Donc ça a été repris par des crypto-bros, par des gens tu vois, qui sont dans les NFT, le metaverse et tous ces trucs qui pourraient être bien dans le principe, mais qui servent à faire le pire en fait. C'est sûr. Donc j'ai rien dans l'esprit. C'est juste que là, de voir que, en plus, enfin, je vais être un peu romantique, mais le seul mystère de l'humanité, c'est notre capacité à créer de l'art. Enfin, c'est le seul truc qui, au fond, je trouve, est vraiment incroyable. Quoi. Et ça, on veut le faire par des machines avec qui on dit faire le pire avec le plus beau. Donc moi, je suis... j'en parle pas sur les réseaux parce que je veux pas générer d'agressivité et que j'ai pas de temps à perdre là-dedans. Mais clairement, s'il y a de l'essence et un briquet près du... Vous me trouverez au premier de la file, je vous aiderai à faire tout ça. Sur les de la technologie. Quand le but, c'est de tuer des gens, en plus, qui sont déjà dans la précarité à 99%. Et là, tu leur dis, ouais, je te le show gratos pour... Et j'en veux énormément aux éditeurs qui s'amuseraient à faire des couvertures avec ça. Et on les voit arriver, heureusement, ils sont tapés sur le nez très vite. Enfin, je suis rarement, tu vois, véhément comme ça, mais là, c'est un truc... c'est pas possible autant de cynisme et autant de marcher sur le visage des gens avec un gros sourire, là, comme ça, en disant, bah, alors que c'est déjà une aventure magique et incroyable et tellement dur d'arriver au moment de produire une œuvre, quelle qu'elle soit, quoi. J'avoue, ça m'en ouf. Ouais, moi je vois le fan de SF est fasciné, en même temps horrifié, parce que y a un côté très dystopique quand même. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que d'un point de vue de enfin ça se voit tout de suite quand c'est fait avec une IA, que l'imaginaire ou le visuel des IA se ressemblent beaucoup. Donc il y a aussi une espèce de t'as l'impression de voir les mêmes schémas partout. Et c'est vrai que moi qui travaille avec des auteurs de BD ou avec des illustrateurs, c'est sûr qu'il faut défendre absolument ces métiers-là, qui sont déjà trop précaires, où quand même beaucoup d'auteurs de BD vivent sous le seuil de pauvreté. On a souvent tendance à l'oublier. Et il faut absolument se battre contre ça, mais je mise sur les Américains parce que la loi va passer. Les premiers procès, ça va calmer. Voilà, les premiers procès vont arriver, je pense, via les États-Unis, et ça va calmer tout le monde. Mais en effet, il y a le côté magique. Hein. Pareil, je pense que tout le monde qu'on a vu Midjourney arriver, et puis ChatGPT, il a un côté genre waouh, c'est le futur. Jusqu'à ce que ça devienne kitsch en 2 semaines. Et voilà. Et voilà. Donc du coup, non, moi je pense qu'il faut vraiment réguler. Il faut réguler absolument ça. Bon alors moi je suis à fond pour. C'est vrai que c'est un outil, alors bon, si tu choisis de t'en servir ou pas, y a pas de... Parce qu'à l'arrivée, on voit que c'est très limité quand même, faut arrêter le délire, quoi. L'IA, c'est vraiment, c'est juste une machine, quoi. C'est pas elle qui va faire de l'humour noir ou te dire sur la tête de qui il va falloir taper pour rigoler, quoi. Donc voilà, quoi, c'est un outil. Si tu as 30 pages à écrire qui te font chier, tu vas prendre ChatGPT et puis basta, quoi. Après, moi je me sens pas spécialement en danger pour l'instant, et puis même pendant encore très longtemps, parce que c'est vrai que les images en IA, il y a l'effet waouh, quoi, mais passer ça, on voit que c'est assez creux, quoi, donc je sais pas. Comme c'est pas intéressant sur la longueur, ça va faire beaucoup de mal, mais ça va rien empêcher du tout, quoi, je pense. Et ça sera impossible à... Je sais que pour les Américains, il y a la grève des scénaristes, des acteurs qui ne veulent pas être remplacés par des IA, quoi. On va bien voir qui va gagner, quoi. On va bien voir. On a dit dans le public pour une fois, les gens sont vachement conscients du truc. Moi j'ai plutôt bon espoir là-dessus. Je vais y croire. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il va falloir faire avec et puis avoir des stratégies pour combattre. Et puis effectivement, ça va mettre un tas de mes collègues en grande difficulté. Et vu le genre de BD que je fais, pour l'instant, je vois pas de menace. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse un prompt Olivier Ledroit. Tu vas voir. Ouais, bien sûr. Il y en a déjà ? Ouais, putain.
Après, je vais faire une petite séance avec Olivier, après vous n'allez pas le voir dans la méta à la fin de la journée. Après, je viendrai avec les allumettes. On va prendre une grande boîte d'allumettes. Bon, bah super, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Encore un très Et un grand merci à toi pour la modération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve à 15h30 pour le débat sur les intelligences artificielles. Voilà, à tout à l'heure.